Bonjour, on est le samedi 31 octobre 2020, c'est-à-dire la fin du mois d'octobre 2020, avec une météo qui semble, on va dire, agréable pour un 31 octobre 2020. On a quand même des perceptions de ciel bleu, chose qu'on n'avait pas dernièrement, ces 15 derniers jours où le ciel était complètement chargé, où là on- on voit quand même apparaître voilà, l'apparence du ciel bleu de temps en temps, bien sûr avec des nuages blancs, parce qu'on est quand même en période d'automne, mais on peut dire que c'est une agréable journée pour laquelle il est de mise d'aller faire du sport en extérieur, vu ce temps qui est agréable pour la saison. Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner exactement un théorème que j'ai déjà vu. Un théorème que j'ai déjà vu, que je vais ériger en démonstration. Et ce théorème, bon, j'en ai déjà vu un qui disait que, en l'absence de force extérieure, la pression est la même partout au sein d'un fluide au repos, un fluide idéal au repos. Ça, c'était le premier théorème. Le second théorème disait que, toujours au sein d'un fluide idéal, hein, j'avais pas pris au repos, hein, j'avais pris qu'il soit au repos ou pas, peu importe. Au sein d'un fluide idéal, on pouvait calculer la pression en un point était indépendante de l'orientation de la section de l'orientation de la surface. C'était le théorème 2. Et ce théorème 2, je vais le refaire ici. Et cette fois-ci, je vais le particulariser. Avant, il était global. Hein, je vais le particulariser. Alors, pour le particulariser, au sein d'un fluide idéal, je ne sais pas s'il faut un E ou idéal. Hein. Bon, je vais mettre un E. S'il y a une erreur là, bon, vous corrigez. Au sein d'un fluide idéal, euh, la pression. Bon, ici, je vais prendre la version précédente de la démonstration du théorème ne faisait pas référence à un état de repos ou pas. Ici, je vais considérer un fluide idéal au repos. Donc, ce qui va me simplifier les calculs encore. Un fluide idéal au repos. La pression est indépendante de l'orientation de surface. L'orientation de surface pour laquelle on calcule. Attention que c'est une orientation de surface, ici. Hein. Je ne parle pas de la grandeur de la surface, je parle de l'orientation de la surface. Parce que là, la pression est dépendante de la surface, justement. Hein. Je vous rappelle que la pression, voilà, c'est la pression en un point, c'est dF sur ds produit scalaire n. Voilà, la pression interscalaire, hein, je vous rappelle, par rapport à l'ancien théorème, ici je vais redémontrer que la pression interscalaire, je vais vous le démontrer ici, justement dans cette démonstration, mais d'après l'ancien théorème, et d'après cette définition-là, on voit bien que la pression interscalaire, on avait défini la pression ponctuelle à ce niveau-ci, comme ça, dF, bien sûr, F étant la force normale pour un fluide de repos, un fluide idéal au repos, parce qu'en fait, il n'y a pas de composante tangentielle, il n'y a qu'une force normale. Donc si je projette la force où il n'y a qu'une force normale sur la normale, ben, elle est collinaire, hein, la force normale est collinaire à n. Voilà. Et donc la pression sera dF extérieur produit scalaire n, mais ici comme on a un fil idéal, ben, il n'y a pas de tangent, il n'y a pas de composante tangentielle, donc la force extérieure devient la force normale. Et la force normale, ben, elle est collinaire au vecteur normal à la surface. Voilà.
Donc ça c'est la pression, mais dans l'autre vidéo, la précédente, qui a démontré au travers d'un système qui était un mini-cylindre, un micro-cylindre, on avait quoi? Pour démontrer ceci, on a pris un fluide, bien sûr stable, au repos, auquel il n'y a aucune force qui agit. Quand je dis au repos, c'est au sein du fluide et à l'extérieur du fluide. Hein. On ne commence pas à mettre à bouger la sphère qui contient le liquide, voilà, parce que sinon à ce moment-là, le liquide à l'intérieur ne sera pas au repos. Hein. Il faut d'abord et avant tout que voilà, la sphère, le système qui le contient, le contenant, soit au repos, c'est-à-dire qu'il soit stabilisé dans un système d'équilibre pour lequel il est maintenu voilà, en état d'équilibre. Hein. Voilà, le contenant. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à l'intérieur, ben, on met un fluide idéal. Bon, et ce fluide, c'est un liquide. Hein, dans ce cas-ci, c'est un liquide. Voilà, on va mettre un fluide idéal. Alors, je vous rappelle qu'un fluide idéal, bien sûr, avec un piston, ici, et on ne met pas de force extérieure. On ne fait pas agir de force extérieure. Voilà. Il n'y a aucune force extérieure, et on a un fluide idéal. Voilà, et tout est maintenu en équilibre. Alors, je vous rappelle qu'il y a des équilibres mécaniques, équilibre statique, équilibre mécanique, équilibre thermique, équilibre chimique, équilibre thermodynamique. Bon, tout ça, ça n'a rien à voir. Entre elles, ces équilibres n'ont rien à voir. Hein. C'est pas parce qu'on parle d'équilibre que le mot équilibre est un mot passe-partout, hein, loin de là. L'équilibre est dépendant du domaine pour lequel vous étudiez l'équilibre. Un équilibre mécanique n'est pas un équilibre thermique. Hein. Voilà, ne pas confondre le terme équilibre qui ne s'adapte pas. Il est il est dépendant d'une situation et d'un domaine bien précis. Si on est en mécanique, ça n'a rien à voir. Un équilibre mécanique n'est pas un équilibre thermodynamique. Hein. La thermodynamique, c'est pas de la mécanique. La thermodynamique étudie les chaleurs, donc on aura un équilibre de chaleur au niveau de la thermodynamique, mais en mécanique, on aura un équilibre voilà, de force. Voilà, parce que la mécanique étudie les forces. Bon, ceci étant dit, on a un fluide, comment est-ce qu'on appelle ça, idéal. Et je vous rappelle qu'un fluide idéal, c'est synonyme de fluide parfait, c'est-à-dire que tout est parfait. C'est-à-dire qu'on a une parfaite isotropie, une parfaite mobilité, une parfaite fluidité, c'est-à-dire qu'on a l'absence de viscosité, absence de force de frottement, pas de force tangentielle, parfaite incompressibilité dans le cas ci, parce que j'ai pris un liquide. Voilà, si c'était un gaz, bon, si j'avais pris un gaz, ça a une parfaite compressibilité, mais ici j'ai pris un liquide. Voilà. Et que toute déformation s'effectue sans travail. Toute déformation s'effectue sans travail. Et que, bien sûr, les forces normales, on n'aura pas de force tangentielle, donc on n'aura que des forces normales. Et que, bien sûr, comment dire, les efforts se feront de manière normale entre éléments voisins et sur une paroi solide aussi. Sur une paroi, quand on aura voilà, une paroi solide, quand on a une paroi solide, ben, on a les forces du fluide sur la paroi, mais on a la force de la paroi sur le fluide. Donc on a l'action égale la réaction, et c'est bien des forces normales qu'on a ici aussi. Donc on a des forces normales au sein du fluide, et on a des forces normales, entre la paroi et le fluide. Alors les forces normales au sein du fluide, je vous rappelle qu'ici on a un fluide axiomatique. Donc je viens de vous dire qu'on a un fluide idéal parfait, d'accord, mais on a aussi un fluide par définition axiomatique, c'est-à-dire répondant à 3 axiomes, dont un est la continuité de l'espace. On a un espace continu. On a un espace continu. Alors, un espace continu, je vous rappelle qu'il existe l'espace continu et l'espace discontinu. L'espace continu, c'est un artifice mathématique utilisé par les grands savants d'antan pour établir des relations infinitésimales avec l'infiniment petit, dans le sens où dans l'infiniment petit, on peut les retrouver n'importe quel point. Entre deux points existe toujours un point. Bon, c'est l'ensemble des nombres réels. On a ça dans les nombres réels, voilà, contrairement au nombre naturel où on passe de 1 à 2 à 3. Bon, là, on a une discontinuité. Entre 1 et 2, il n'y a pas de nombre. Entre 2 et 3, il n'y a pas de nombre. Entre 3 et 4, voilà. Là, il y a des sauts. Mais là, on n'a pas un monde
avec saut. Voilà, on a un monde continu, c'est-à-dire qu'entre entre deux points, existe toujours un point. Entre deux points existe toujours un point. Il n'y a pas de vide entre deux points. Donc il n'y a pas de saut possible d'un point à l'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de saut et que tout l'espace je veux dire, est rempli de points, l'espace 3D bien sûr, ça veut dire que quand on va mettre un repère inertiel qui est fixe, un repère inertiel fixe, eh bien on pourra trouver une association entre tout point et une coordonnée, enfin une coordonnée x, y, z. Tout point est identifiable dans un milieu continu, dans un repère donné galiléen, inertiel. Ça veut dire que s'il n'était pas continu, ben, il y a des points qu'on ne pourrait pas attribuer voilà, une coordonnée. Ça veut dire que ici, dans ce cas-ci, on a ce qu'on appelle une bijection entre les points de l'espace et R cube. R cube est défini par 3 points, x, y, z, appartenant chacun au réel. Donc on peut trouver entre deux nombres, on peut toujours trouver entre deux points, on peut toujours trouver un point, et donc fatalement on peut attribuer entre deux points toujours une coordonnée. Voilà, ça veut dire que tout point est défini. On peut définir tout point, quel qu'il soit. Et ça, un point de l'espace, x, y, z. Et donc quand on remplit, je veux dire, un espace, une portion d'espace continu par un fluide, ben, le fluide sera dit continu. Ça veut dire que le fluide, en tout point, on pourra déterminer sa valeur de coordonnées dans un repère inertiel, qui est fixe bien sûr. Voilà. Alors les mathématiques ont des repères fixes automatiques. Hein. C'est automatique. Bon, en mathématiques, un repère est fixe. Contrairement à la mécanique où là on a des repères mobiles. On peut avoir des repères mobiles. Je pense par exemple, comme tout bouge, ben, on a tous des repères mobiles. Hein. Si je prends la Terre, elle tourne autour, voilà, les astres tournent autour de leur... il y a des satellites qui tournent autour de leurs astres. Donc ils bougent, on a les planètes qui bougent, la Terre qui tourne autour d'elle-même, les planètes qui tournent autour d'elles-mêmes, on a les satellites qui tournent autour de certaines planètes. On a voilà, toutes les étoiles tournent autour, voilà, dans les galaxies. Voilà, dans la Voie lactée, qui est considérée comme plate, je veux dire, elle est tournante. Elle est tournante. Les galaxies, par exemple, je prends la galaxie d'Andromède. Bon, si on bon, comment on appelle ça, les instruments d'observation qui ont pu voir voilà, cette galaxie, ben, c'est une galaxie qui est, je veux dire, en spirale. C'est une galaxie en spirale. Donc les galaxies en spirale tournent. La plupart des galaxies en spirale tournent. Hein, avec leur fabrication d'étoiles, de milliards d'étoiles qui sont créées dans ces galaxies. Fabrication d'étoiles. Dans les nébuleuses, on a voilà, des étoiles qui naissent, des étoiles qui meurent, mais il y en a des milliards et des milliards. 400, 500 milliards, 600 milliards peut-être. Voilà. Et donc là, tout bouge. Tout bouge, tout tourne. Et nous, on est dans une galaxie où, voilà, qui est la Voie lactée. Et, vous dites, voilà, notre planète, elle tourne. Le Soleil tourne. Voilà. Donc, vous voyez que tout est en mouvement. Donc, il faudrait définir ce que c'est qui est fixe. Parce que tout est en mouvement, rien n'est fixe. Alors, on considère, je veux dire, en mécanique, pour avoir en mathématiques, il n'y a pas de problème. Hein. Vous mettez un repère, il est d'office fixe. Hein. Déjà, en mathématiques, il n'y a déjà même pas de notion de temps. De tout ce que vous faites de la géométrie c'est intemporel. Voilà. Mais quand vous faites de la mécanique, bon, il peut s'avérer que vous avez besoin de la notion de temps et vous aurez un repère lié au temps. Voilà. Et là, en mathématiques, on est dans un faux espace, un espace euclidien. On est dans un espace qui n'est pas le nôtre, un espace réel, hein, un espace véridique. C'est un espace, je veux dire, bon, créé pour les besoins de faire de la géométrie. Voilà, mais le vrai espace, c'est celui pour lequel on se situe dedans. C'est l'espace en 3D pour lequel il y a une notion d'espace-temps. En mathématiques, il n'y a pas cette notion d'espace-temps. Vous pouvez faire des applications mathématiques appliquées où vous faites intervenir le temps, mais voilà, c'est des mathématiques appliquées, mais la géométrie ne fait pas intervenir le temps. Par contre, la mécanique fait intervenir la notion de temps. Bon, s'il a besoin du temps, parce qu'il n'a pas besoin de temps, on peut faire de la mécanique sans la grandeur temps. Je pense à faire de la cinématique, je m'excuse, de la statique. Si je fais de la statique, il n'y a pas besoin de la notion de temps.
Mais si vous faites de la dynamique, il y a une notion de temps. Or ici, justement, je vais faire de la statico-dynamique. Statico-dynamique. Quand je dis statico-dynamique, c'est-à-dire que je vais faire de la dynamique et retomber sur la statique. C'est ça que ça veut dire. Par les hypothèses qui sont voilà, statico-dynamiques, ça veut dire que je vais faire de la dynamique, bon, et par les hypothèses, faire tomber l'emploi de la dynamique pour retomber sur la statique. Voilà, c'est ça que. Voilà. Donc ici, le système est connu. Le système, c'est quoi? Ben, c'est un fluide idéal. Bon, voilà. Donc, je vous ai défini ce que c'était qu'un fluide idéal. Je pourrais vous redire parfaite isotropie, mobilité, parfaite fluidité, parfaite aucune absence de frottement, enfin aucun frottement, aucune viscosité, absence de viscosité, fluidité parfaite, et voilà, et déformation qui s'effectue sans travail. Voilà. Donc ça c'est le fluide, c'est le système que je vais étudier. Et donc on a un système qui est là avec un repère posé. Alors maintenant il faut que je fasse une analogie pour démontrer le théorème. Cet théorème a déjà été démontré. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous voulez voir une manière d'aborder cette démonstration. Bon, c'est une vidéo qui dure quand même 2 heures d'explication. Je donne 2 heures d'explication dedans, mais je veux dire, allez la consulter parce que je veux dire, bon, si vous voulez faire un lien avec la vidéo précédente, allez la consulter avant de voir celle-ci. Alors, la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il fallait démontrer qu'on avait un fluide idéal, mais qui n'était pas forcément au repos. C'est ça qu'il y a. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la dynamique. J'ai fait de la dynamique parce que j'étais parti du principe qu'au départ, je n'étais pas dans un état forcément de repos. Mais ici, je force les hypothèses à mettre le fluide au repos. Donc ici, j'ai quasiment un fluide au repos. Donc quand est-ce qu'un fluide est au repos? Quand on a l'absence de force extérieure. En l'absence de force extérieure, voilà. Maintenant, si vous commencez à bouger voilà, faire des mouvements sur le fluide, il est plus au repos. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle un équilibre mécanique, en mécanique des fluides, mais voilà, un fluide est en équilibre s'il est, je veux dire, ne bouge pas. Ne bouge pas. Voilà, et qu'il n'y a pas de force qui interagit sur voilà. Alors, je vous disais qu'ici, pour voir la démonstration qui a été faite précédemment, qu'est-ce qu'on avait fait? J'avais pris le système qui était un cylindre. Mon système, mon sous-système, je m'excuse. Parce que le système, c'est quoi? Le système, c'est le fluide. Je vais étudier le fluide. J'étudie le fluide ici au repos. Mais je prends un sous-système qui est un cylindre. Alors, je vais étudier au niveau microscopique. Au niveau microscopique, c'est un micro-cylindre. Micro-cylindre. C'est un micro-volume. C'est un mini-volume. Voilà. Alors, comment fait-on l'étude de ce sous-système? Bien, il faut déjà extraire le cylindre. Il faut l'extraire déjà. Alors, ici, il est au repos. Là, il est au repos. C'est-à-dire on a un équilibre parfait entre toutes les forces. Voilà, voilà, entre les particules voisines, on a un équilibre parfait. Alors, si maintenant vous l'extrayez, voilà, je prends ce mini-cylindre avec bien sûr des orientations voilà, de surface différentes en orientation et pas en grandeur, parce que vous savez très bien que la pression c'est F sur S. Voilà, F sur S. Alors maintenant, si vous mettez 10 newtons pour 2 cm² et 10 newtons pour 5 cm², ben là vous aurez 5 newtons par cm². Et là vous aurez 2 newtons par cm². Et effectivement, ça veut dire quoi? Ben, pour une même force, si vous changez la grandeur de la surface, mais c'est normal que la pression varie. Parce que la pression, je vous l'ai dit tout à l'heure, la pression est dépendante de la pression d'un point est dépendante. Voilà, elle est dépendante de la surface. C'est une force par unité de surface. Une force par unité de surface est une pression. Donc c'est normal que la pression est dépendante de la force, hein, elle est dépendante de la surface. Et là, la surface, elle est ici, elle a augmenté, elle est passée de 2 à 5, et quand la surface augmente, mais la pression diminue.
pour la même force, hein, pour une force de 10 newtons. Donc vous voyez que ça dépend de la surface, de la grandeur de la surface, mais pas de l'orientation. Parce que le théorème a déjà été démontré, mais je vais le redémontrer ici dans cette vidéo. Alors maintenant, je vous ai dit qu'ici, on sait bien qu'on a un milieu continu. On a un milieu continu. On sait bien que en tout point, il y a une pression existante. Voilà. Donc, la pression est une grandeur intensive. La pression est une grandeur intensive. Ça veut dire qu'en tout point existe la pression. Donc, c'est une grandeur intensive. À ne pas confondre avec la force pressante. La force pressante, là, elle n'existe que au niveau de la paroi. Au niveau de la paroi, on a le fil qui pousse sur la paroi, donc l'action égale la réaction, et c'est deux forces perpendiculaires. Là, c'est une force qui n'est pas, je veux dire, la force pressante n'est pas une force qui existe partout dans le fluide, mais uniquement là où existe la paroi, c'est-à-dire c'est une force locale. La force pressante est une force localisée, alors que la force de pression est une force globale, globalisée, et je veux dire, c'est une force, c'est une grandeur intensive. Grandeur intensive. C'est une grandeur intensive. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on avait fait ici dans ce cas de figure-là, pour étudier que c'était indépendant de, voilà, de l'orientation de surface. Je vous rappelle que ici, on a un mini volume, c'est-à-dire une mini surface. Donc on a une surface élémentaire, voilà, orientée suivant une direction donnée, c'est-à-dire qu'on a une normale, la norme du vecteur n vaut 1, mais on a n est perpendiculaire à la surface. Ici on a n' qui est perpendiculaire à la surface, et alors on a une surface ici, delta S'. Voilà. Alors, sachez que quand j'ai enlevé, dès le moment où j'enlève, j'isole ceci, ce mini-cylindre, je l'enlève, voilà, j'enlève ce mini-cylindre du système pour en faire un sous-système, et pour étudier ce sous-système, pour établir les équations, eh bien, sachez qu'il est déséquilibré. Pour le rééquilibrer, il faut faire en sorte d'aller voir quelles étaient les forces qui s'appliquaient avec ses voisins auparavant. Ben, en fait, vous devez rajouter des forces, et je dirais même des éléments de force qui s'appliquaient pour maintenir l'équilibre, voilà, de ce cylindre. Donc il faut appliquer les forces, des forces qui devraient être appliquées sur ce mini-cylindre. Alors ce mini-cylindre a une variation de longueur qui est delta L. Donc vous voyez bien que c'est tout ça c'est microscopique. C'est microscopique. Voilà, c'est un cylindre élémentaire, c'est un microcylindre, c'est un mini-cylindre, c'est un cylindre étudié au niveau microscopique. Voilà. Alors, et puis par après, bon, on passe au calcul différentiel pour ramener en un point. On fait tendre delta S vers 0, hein, et puis on a les calculs différentiels. Ou de dérivés, ça dépend. Si on a des y sur des x, si on a des y sur des x, si on a ceci, des y sur des x, là, c'est quand delta x tend vers 0, ben, le delta y sur delta x, ben, c'est la dérivée, c'est y'. Voilà. Et les y', on retrouve ça dans les pressions. Justement, la pression est une dérivée par rapport à la force extérieure. Bien sûr, comme c'est un produit scalaire, il faut, voilà, projeter sur la normale à une surface, divisé par ds. Et donc là, on a bien une dérivée. La pression est une dérivée. df sur ds. df sur ds. df sur ds est bien une dérivée. Voilà. Donc on a les notions de dérivée dès le moment où vous faites passer delta S. Quand delta S tendra vers 0, on va faire tendre delta S vers 0. Donc à ce moment-là, ce mini cylindre va tendre vers 0. Automatiquement, tout va tendre vers 0. Hein. Delta L tendra vers 0. Delta F tendra vers 0. Et qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura delta F deviendra df. Et tout va se ramener voilà, au calcul d'un point. La pression en un point.
tout se réduit pour calculer. Mais les surfaces sont différentes. Il faut bien partir du fait qu'on a des surfaces différentes. Voilà. Alors ceci, c'était fait, et on avait un système d'axe à une dimension. On avait un système d'axe 1D. On avait projeté tous en 1D. On avait un système. Donc notre système était défini, et notre repère était défini, c'était un repère à une dimension. Bon. Eh bien, ici, ça va changer, tout va changer, parce qu'en fait, je ne vais plus prendre un système à une dimension, puisque je ne prendrai plus un cylindre, hein, avec deux facettes différentes. Pourquoi j'ai pris deux facettes? Ben, c'est pour les comparer. Hein. Si je veux démontrer que l'orientation de surface est, voilà, est indépendante, la pression est indépendante en fonction de l'orientation de la surface, ben, je compare par rapport à deux surfaces qui ne sont pas de la même orientation. Hein. Voilà, c'est à partir de là que voilà, on peut démontrer ça. Donc j'ai pris le système minimal. Le système minimal, ben, on peut penser au cylindre. Le cylindre, c'est magnifique pour démontrer comme système, enfin, mini-cylindre, comme sous-système pour démontrer que voilà, c'est indépendant que la pression est indépendante de la surface. Et ça, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, et justement, c'est ce que ça expliquait. Cependant, ici, je vais faire la même démonstration. Je vais faire la même démonstration, mais non plus avec un cylindre, mais non plus avec un repère à une dimension, mais un repère 3 dimensions. Avec un repère en 3D. Donc, je vais redémontrer ceci. Au sein d'un fil idéal au repos, avant, la démonstration, elle n'était pas forcément, le fil n'était pas forcément au repos, hein, c'était valable, l'orientation de surface ne changeait pas, il n'était pas au repos, mais ici, je pourrais même mettre une hypothèse en plus, c'est qu'on a un fluide homogène. Hein. C'est un fluide idéal homogène, c'est-à-dire que la masse volumique, elle est la même partout, hein. Il n'y a pas un endroit où la masse volumique diffère. Hein. Voilà. Alors, cette fois-ci, je prends un repère non plus à une dimension. Voilà. Je veux plus prendre un axe comme, voilà, ou ici, je n'avais pas besoin de prendre un vecteur de base I pour l'axe à une dimension. Pourquoi? Parce que j'avais déjà, voilà, on avait une normale à la surface, hein. J'avais une normale à la surface, et grâce à ça, je prenais moins n et j'en faisais un vecteur de base, parce que bon, la norme de n, ça fait 1. Hein. Et donc, je mettais moins n dans l'autre sens pour calculer, hein, pour pouvoir calculer toutes la démonstration, pour faire la démonstration de l'orientation de surface, enfin, que la pression est indépendante à l'orientation de surface. Alors, j'avais pris un repère à une dimension, parce que j'ai pris un cylindre. Généralement, quand on prend un cylindre, tout retombe, on peut prendre un axe à une dimension. Maintenant, je prends un repère en 3 dimensions, mais pour ça, je prends, voilà, un tétraèdre, ce qu'on appelle le tétraèdre de Cauchy. Là, le voici. Donc, je vais prendre ça. Je prends le tétraèdre de Cauchy. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Le tétraèdre de Cauchy, description de la ressource, tétraèdre permettant de calculer le vecteur contrainte normal à une face quelconque avec un vecteur n. N étant, bien sûr, vous l'aurez compris, la normale à une surface n donnée. Voilà. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est plutôt une contrainte. Ils vont calculer un vecteur contrainte. Bon. Moi, ici, je ne vais pas calculer de vecteur contrainte. Je vais calculer la pression, puisque la démonstration dit que il faut démontrer que la pression est indépendante de la surface. Mais je vais aller chercher le tétraèdre de Cauchy. Voilà, tétraèdre de Cauchy. Je vais prendre ça, exactement. Voilà. Donc on a un repère trirectangle. Ici, il est direct, parce que si je tourne x1 vers x2, ben, x3 va monter. Si je tourne le x vers le y, le z va monter. Donc j'ai un repère en 3 dimensions, qui est trirectangle. Donc j'ai un repère direct en 3D. Il n'y a pas de problème, je peux prendre ça. Alors, on a un vecteur contrainte normal. Ben, ici, moi, je ne vais pas parler de contrainte, mais de pression. Il n'y a pas de problème. Avec un vecteur n fonction de composante du tenseur des contraintes. On a, voilà, considérons le petit élément de volume D. Non, mais ici, ce n'est pas le volume. Petit élément de volume dV. Ouais, ils ont oublié de mettre dV. Voilà, ici, ils ont oublié élément dV. Ils ont oublié de mettre, parce que le dV, il est là. Voilà, on a dV ici. Voilà, c'est l'élément de volume dV. Voilà. Qui est un tétraèdre en plus. Hein, délimité par le tétraèdre de sommet M. Son sommet M, je ne sais pas ce qu'il est. Son sommet, il est ici, mais ils n'ont pas mis la lettre M. Enfin bref, ça, c'est pas grave.
Voilà, mais ils auraient dû le mettre dx1 00, dx2 0, dx2, voilà. Et alors, ce qui veut dire que dx1 ne vaut pas dx1, dx1 et dx2 et dx3 ne sont pas forcément identiques, hein. On n'a pas forcément un tétraèdre, ce qu'on appelle un tétraèdre régulier. Si dx1 égale dx2 égale dx3, on a un tétraèdre régulier, mais ici c'est pas le cas, parce qu'on prend dx1 qui n'est pas forcément égal à dx2, qui n'est pas forcément égal à dx3, donc en fait il peut avoir trois valeurs différentes en dx. Alors je vous rappelle qu'ici, normalement c'est pas bon ça, hein. Je vous le dis tout de suite, pourquoi? Parce que on ne peut pas passer au différentiel comme ça, parce que les différentiels c'est de la ponctualité, c'est en un point, calcul en un point. Or ici, ce sont des variations, on dira plutôt ce sont des variations, et non pas des m. On passera au différentiel quand on passera à la limite. Bah, et c'est bon, c'est vrai qu'ils ont été un peu trop vite, ils ont été un peu trop vite dans les, voilà, dans, on va dire, la manière de montrer les choses, parce que bon, ils étaient peut-être pressés ou je sais pas quoi, mais enfin bref. Bon, bah ici, je vais utiliser ceci, hein, moi. Et donc, bon, petite parenthèse que je vais faire ici, on n'est pas obligé de calculer contraintes comme ils le font là avec un tétraèdre, hein. On peut le faire avec un parallélépipède rectangle, hein. Voilà, on peut le faire avec un parallélépipède rectangle. Tout le système que vous prenez, je vous ai dit, c'est en fonction de vos choix. On peut prendre un mini cylindre, on peut prendre, je veux dire, un mini tétraèdre, on peut prendre un mini parallélépipède rectangle, etc., etc. Bon, on peut prendre un volume quelconque aussi, hein. On peut prendre un volume quelconque, voilà. Simplement, il faudra faire attention voilà, au calcul de volume, parce que c'est ça qui importe. Calcul de volume, il faudra savoir ce qui vaut le volume, hein. Si on veut faire des simplifications, il faut au moins avoir une vue sur le volume, avoir une vue d'observation sur le volume, savoir ce qu'il vaut. Alors justement, concernant le volume, je vais voir ça tout de suite. Comme on va prendre un tétraèdre, quel est le volume du tétraèdre? Je vais voir tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre? Bon, un tétraèdre, c'est d'abord un polyèdre, de la famille des pyramides. Alors, une pyramide, c'est ça, par exemple. Je prends un polygone, il faut un polygone de base, hein, c'est-à-dire, voilà, je vais construire un polygone, voilà, n'importe comment, voilà, ça c'est un polygone. Bon, c'est un polygone irrégulier, bien sûr, on s'en fout. Et à partir de ce polygone irrégulier, vous construisez des, comment on appelle ça, des triangles. Alors, pour avoir une belle observation, vous cachez, voilà, les vues. Bon, ça c'est du dessin pour faire apparaître, voilà, le volume. Voilà, ça c'est une pyramide. C'est-à-dire que la base, vous mettez un polygone, quel qu'il soit, mais ça doit être relié à un sommet, et pour lesquels on a des triangles partout, hein. Voilà, on a des triangles partout, sauf à la base. Alors maintenant, si vous avez ceci, ça reste une pyramide, bon, parce que là, c'est un polygone qui est un rectangle, et là, vous mettez, par exemple, voilà, vous réunissez par un triangle, ceci, voilà, et là, vous avez des triangles partout. Ça, c'est une pyramide aussi. J'ai mal dessiné, hein, c'est pas ça, bon. Voilà, vous avez une pyramide. Je l'ai mal dessiné. Bon, j'aurais dû faire ça plus correctement, mais bon, vous m'avez pas compris, mais peut-être compris ou pas compris, mais je veux bien le redessiner, c'est pas un problème, hein. Je vais refaire ici. Euh, bon, ça c'est déjà raté comme voilà. Donc je trace voilà un polygone de base. Voilà. À partir de ce polygone, je vais construire des triangles. C'est ce qu'on appelle la famille des pyramides, hein. Voilà, voilà, voilà. Là, je viens de construire une pyramide. Alors, quelles sont les vues cachées? Ben, ce qu'on ne verra pas, c'est ceci, ceci. Si on ne verra pas, voilà. Et voilà. On a tous des triangles partout, hein. Voilà. Et on a un sommet, bien sûr, ici.
Donc c'est ça, c'est un polyèdre. Polyèdre, ça veut dire, voilà, ce sont plusieurs plans, plusieurs faces constituées. Voilà, ce sont là, on a plusieurs plans, et avec ces plans-là, on en fait des, voilà, on en construit un volume. On en construit un volume. Donc une pyramide à n côté est un polyèdre à n faces triangulaires. Hein. Donc ici, j'ai combien de faces triangulaires? Bah, ici, j'en ai une ici, une deuxième, une troisième à l'arrière, une quatrième. J'ai 4 faces triangulaires. J'ai 4 faces triangulaires. Donc, c'est une pyramide à 1, 2, 3, 4 côtés. 4 côtés. C'est une pyramide à 4 côtés, donc 4, 1, 2, 3, 4 faces triangulaires. 4 côtés, 4 faces triangulaires. Celui-ci, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, donc il doit avoir 6 faces triangulaires. Je l'ai compté, une qui est ici, derrière, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est la grande qui est derrière ici. Voilà. Donc, euh, donc une pyramide à n côtés est un polyèdre à n faces triangulaires. Et alors, elle est constituée, si vous voulez, d'une base qui est polygonale. Polygonale. À, je vais dire combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Voilà, il est à 6 côtés. Donc là, il aura 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Donc, quand on dit une pyramide à 4 côtés, ce sera un polyèdre à 4 faces triangulaires et la base polygonale aura 4 côtés. Toujours. Donc, une face, quand on aura une pyramide à n côtés, n côtés qui sont les du triangle, hein, n côté du triangle, n côté, là, du côté triangle, on aura n triangles. On aura n triangles. Et la base aura n côté aussi, au niveau de la base. Toujours, ce sera toujours comme ça. Voilà. Alors maintenant, il existe plusieurs pyramides. Et un cas particulier, c'est le tétraèdre. Tétra, ça veut dire 4. Tétraèdre. C'est un polyèdre à 4 surfaces, dont ce qui veut dire 4 surfaces, ça veut dire 1, 2, 3, il manque un côté, voilà, mais 1, 2, 3, ça ne va pas ça. Ça, je peux pas voir ça. Ça, c'est pas un tétraèdre. Tétra, je dois avoir, je vais essayer de le faire correctement, j'ai un triangle ici, ça c'est la base. Voilà. 1, 2, 3, j'ai 4, voilà. Là, regardez bien, c'est un tétraèdre, mais attention que, entendons-nous bien, c'est une pyramide à 3 côtés, 1, 2, 3, voilà, dont la base polygonale fait 3 côtés, qui est un triangle, 1, 2, 3, et qui possède une face, 2 faces, 3 triangles, mais plus la base qui est un triangle. Voilà, ce qui fait, on a 4 triangles. Donc on a bien un tétraèdre. Voilà. Alors maintenant, que vaut le volume d'un tétraèdre? Le volume d'un tétraèdre, c'est base fois hauteur sur 3.
sur 3. Attention que ça, c'est déjà base fois hauteur. Hein. Là, ici, on a une surface qui est un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, quelque part, on aura x fois y fois z sur 6. Hein. On aura quelque chose comme ça. Voilà, donc, c'est du sixième. Mais quand je mets base, c'est la surface de la base. Hein. Voilà. Et attention que la hauteur, c'est une perpendiculaire, bien sûr, qui va de ce triangle-ci au sommet. Voilà. Et là, j'aurai la hauteur h. Alors, quand je dis base fois hauteur, c'est la base, c'est la surface de la base ici, qui est un triangle. Hein, vous savez calculer la surface d'un triangle. Donc là, on a une surface d'un triangle. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura des sixièmes, parce que la surface d'un triangle va donner déjà des demi. Demi fois un tiers, ça fait des sixièmes. Fois la hauteur, mais c'est la hauteur qui est là. Voilà. Bon, mais on peut calculer ça par rapport à des vecteurs aussi. Hein. Voilà, par rapport à un repère fixé. Par rapport à un repère fixé, on peut calculer via un déterminant. Bon, c'est un sixième de... voilà, si j'avais un repère, supposons que je mette un repère comme ceci, je vais mettre un repère, hein, je vais aller le chercher. Voilà, si je mets l'origine ici, voilà, comme ceci, je vais mettre un repère comme ceci. Il est pas orthonormé, mais ça on s'en fout. Voilà, voilà, je mets x, y et z. Voilà. Donc là j'aurai O, là j'aurai le point A, là j'aurai le point B, et là j'ai le sommet qui est le point C. Alors le volume, ce sera un sixième, bien sûr, du déterminant du vecteur OA, OB et OC. Voilà. Et avec ça, en faisant ça, vous pouvez calculer le volume au niveau vectoriel, en calculant le déterminant. Déterminant, c'est avec généralement une barre, donc c'est déjà une barre. Donc je vais noter ceci, déterminant des vecteurs OA, OB, OC. Vous mettez ça dans un déterminant, vous calculez le déterminant, et vous multipliez par un sixième, et vous aurez comment est-ce qu'on appelle ça, le volume du tétraèdre. Ça, c'est en vectoriel. Bon. Attention qu'il existe différents types comment on appelle ça, de tétraèdres. Alors, on a ce qu'on appelle le tétraèdre régulier. Le tétraèdre régulier, là, à ce moment-là, on a un triangle ici qui est équilatéral. Tout est équilatéral. Toutes les arêtes font A. Toutes les arêtes font A, c'est-à-dire que la cote ici fait A, la cote ici, la mesure fait A, la mesure fait A, derrière toutes les arêtes voilà, font A. On a un triangle, des triangles équilatéraux partout. Aussi bien on a 4 triangles tétraèdres, donc 4 triangles, mais 4 triangles équilatéraux. Aussi bien au niveau de la base que de tous les côtés. Et là, à ce moment-là, l'air voudra racine de 2 sur 12 a cube. A cube. Voilà. Alors, on pourrait calculer facilement l'air, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, le volume. Je peux calculer facilement le volume. Voilà. Alors, ça c'est le volume. Je peux vous démontrer ça facilement, mais ici, bon, c'est pas le but de la vidéo. Hein, parce que je dois montrer autre chose. Voilà, donc ça c'est le pyramide. C'est une pyramide régulière. Tétraèdre régulier. Tétraèdre régulière. Et il existe le tétraèdre trirectangle. Trirectangle dans le sens où on l'a ici. On a, voilà, ceci. Ceci, c'est un, voilà, c'est une pyramide trirectangle parce qu'il y a un angle droit ici, un angle droit ici,
et un angle droit là. Voilà. Donc ça c'est un tétraèdre trirectangle. Tétraèdre trirectangle. Bon maintenant, comme j'ai pris ceci, je vais m'arranger pour dessiner sur ce dessin là, il n'y a pas de problème. Je prends les axes x1, x2, x3. Voilà. Ça c'est mon mini-système, c'est mon sous-système. Maintenant, il faudrait que j'efface tout ce qui n'est pas valable. C'est-à-dire, je vais enlever donc les tenseurs, ça ne m'intéresse pas, et les surfaces. Bon. Alors, mettre trop de force non plus, trop de force viendrait à, je veux dire, trop de force viendrait à perturber le dessin. Hein. Ben, voilà, si quand vous mettez trop de force, on s'y perd un petit peu, c'est normal. Bon, il faut il faut savoir bien les positionner. Elles seront contiguës. Bon, on va avoir une perte d'observabilité parce que tout est, je veux dire, les uns à côté des autres. Bon, c'est. Vous allez me dire, ouais, mais quelqu'un qui regarde des étoiles, il en regarde des milliards. Ouais, ben, il arrive à extirper une zone. Il extirpe une zone. Il fait un, voilà, il y a des milliards d'étoiles, mais il extirpe une zone. Il prend une zone, voilà, et il observe parmi cette zone-là. Bon, voilà. Vous allez me dire, ouais, mais là-dedans, il y a quand même beaucoup d'étoiles. Oui, bien, vous avez raison, c'est vrai. Bon, mais ici, il faut savoir jouer avec toutes les forces. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai fait une belle idée, une bonne idée, j'ai pris une bonne idée de prendre ça. Enfin, c'est pas grave. Euh, je recule en arrière. Moi, je pourrais prendre ça. Je pourrais. Par contre, il faudrait que j'efface quelques petits trucs, mais ici, ça m'intéresse pas, ça. Ceci ne m'intéresse pas. Ceci ne m'intéresse pas. Et là, on sait bien qu'on a un delta M. Je dirais même pas un DM. D'ailleurs, je vais l'effacer. Hein. Je le ferai par après parce que c'est pas un je vous dis que ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça, c'est quand le delta tend vers 0. Mais on ne fait pas directement un saut en mettant directement des DM comme ça. Bon, les DM, ils interviennent que quand vous passez à la limite quand delta S tend vers 0. Hein. Donc on retrouve voilà, un aspect ponctuel. Un aspect ponctuel. Ah, ben ça, je peux l'effacer aussi. Et ça aussi. Bon, et normalement, en effaçant ceci, je crois que ce sera bon. Bon, alors je vais. Voilà. Alors voilà mon système, microsystème, bien sûr, qui est en déséquilibre. Il faut que je mette les forces qui vont les équilibrer. Bon, alors pour ça, les forces qui vont les équilibrer, je vous le dis tout de suite, on sait ce que c'est. Je vais les mettre tout de suite, ce sont les forces de pression. Une qui sera perpendiculaire. Oui, pour ça, je vais les nommer. Hein. Bon, ici c'est l'origine. O. Hein. Là, on a A. Là, j'ai B. Et là, j'ai C. Bon, je vais travailler X1 étant l'axe X. X2, c'est Y. Et X3, c'est Z. Alors, je vais mettre... voilà, ça c'est la force de pression qui s'exerce sur la surface OAC qui est dirigée suivant l'axe des X. Et comme c'est une force, je vais mettre P de X. En même temps, je vais vous démontrer ici que, bon, et ça vous le savez, qu'une pression c'est un scalaire. Hein. Ben bon, vous allez le voir, je le mets en tant que force et justement il va apparaître en tant que scalaire par après. Alors ça c'est la force suivant X, elle agit sur la surface qui est, si vous voulez, là.
sur la surface qui est ici. Enfin, sur la surface OAC. OAC. Alors, on a une force de pression qui s'exerce suivant la surface OBC, voilà, et qui est perpendiculaire à OBC. Voilà, c'est celle-ci. Et là, c'est, si vous voulez, c'est P. Ouais, ici c'est PX2, parce que ici, ouais, c'est PX2. P suivant X2. Là, j'ai P suivant X1. Voilà. Et on a encore une troisième force qui s'exerce sur la face OAB. Voilà. Et là, j'ai une force qui s'exerce sur OAB, c'est P de X3. P de X3. Voilà. Alors, comment va se dérouler la démonstration? Je vais vous le dire tout de suite. Ben là, on a déjà les pressions qui s'exercent sur trois facettes. Donc maintenant, est-ce qu'il est en équilibre? Non, pas encore. Hein. Si vous faites ça, le liquide, le mini-système que vous avez isolé, que vous avez retiré là où il était, rappelez-vous qu'il vient, il vient d'un système. Hein. Le système, rappelez-vous que c'est un fluide. Hein. Voilà, on a un fluide. Voilà, là-dedans on a un fluide. Je vais mettre de la même couleur que ça. Voilà, je prends ce fluide-là et je le tape dedans. Voilà, il avait un piston. Voilà. Ce fluide-là, bien sûr, il est au repos, il est en équilibre. Toutes les forces sont, voilà, les forces internes s'interégalent par la loi de l'action et de la réaction. Donc leur somme, ça fait zéro, parce qu'elle s'interégale par la loi de l'action égale la réaction. Mais si vous extrayez voilà, un sous-système, voilà, de microsystème qui est un sous-système qui est un tétraèdre comme ceci, à ce moment-là, il n'y a plus d'équilibre. Bon, j'ai réussi à rééquilibrer par P de X1 qui est suivant X1 qui est à la pression qui s'exerce sur la surface OBC, c'est-à-dire la surface qui est l'axe OX2, OX3. J'ai une pression PX2 qui s'exerce sur OAC, c'est-à-dire la surface OX1, OX3, et j'ai une pression qui s'exerce sur la surface OAB, c'est-à-dire sur le plan OX1, X2. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il en manque une, hein. Là, il n'est pas en équilibre, je vous le dis tout de suite. Alors, pourquoi il n'est pas en équilibre? Ben, parce qu'en fait, là, il n'y a que trois forces, il y a quatre facettes. Et justement, l'astuce de prendre quatre facettes, c'est ça. C'est ça, l'astuce, elle est là. La grande astuce, elle est là. C'est que en prenant trois facettes, ben, on va confronter, comme je l'avais fait auparavant, en confrontant le cylindre. En prenant le cylindre, comme ceci, voilà, ben, il y avait une orientation. Pourquoi avoir fait deux orientations? Ben, c'est pour démontrer justement la démonstration. Il me faut, dans le théorème, j'ai besoin de démontrer que la pression est indépendante d'orientation de surface. Donc je prends deux orientations de surface. Deux orientations de surface suffisent pour démontrer le théorème. Mais pour ça, avec un axe 1D suffit. Donc vous voyez que la facilité de cette démonstration avec le cylindre. Par contre ici, bon, c'est une démonstration qui va faire avec un autre système qui n'est pas un cylindre mais un tétraèdre. Le problème c'est que ici, bon, on est obligé de travailler en 3D. Bon, 3D, c'est-à-dire j'aurai trois faces, parce que tétraèdre, c'est quatre faces. Donc, je vais démontrer que la pression sur trois faces, eh bien, que je le fasse, le calcul sur la quatrième face, ça ne va pas changer. Donc j'ai besoin d'une quatrième face. Et le tétraèdre est tout bonnement bien le bienvenu. Donc ici, il manque une force, c'est sur la quatrième face. Voilà. Voilà, sur la quatrième face. Alors, ceci étant dit, cette face-là possède bien sûr une normale. Hein. Normale. Alors, je vous rappelle encore une fois ce qu'est la pression. Je vais l'écrire. Il y a ce qu'on appelle la pression moyenne et la pression ponctuelle. Voilà. Alors, la pression moyenne, rappelez-vous, la pression moyenne calculée par rapport à, comment est-ce qu'on appelle ça, à une orientation de surface est égale à
delta, delta F extérieur, il n'est pas forcément normal, mais si c'est un fluide idéal, il est normal. Hein. Voilà, mais ici, je considère que c'est un fluide quelconque, hein, et peut-être en mouvement, c'est pas un problème. Donc il y a des forces tangentielles, il y a des forces de viscosité. Donc c'est la projection sur N, sur une normale, divisée par la variation de surface, delta S. Maintenant, si vous faites la limite quand delta S tend vers 0, là, à ce moment-là, on a df extérieur. Alors, encore une fois, ici, je dis que c'est pas forcément normal parce que j'ai pas forcément un fluide idéal au repos. Voilà, c'est un cas de figure généralisé, ça, la formule-là. Alors, vous l'adaptez s'il est au contexte, s'il est un fluide idéal au repos, à ce moment-là, vous aurez fait une force normale. Hein. On n'aura pas de force tangentielle, donc la force extérieure a qu'une composante, c'est la composante normale. Et là, enfin, ici, je me suis trompé. Parce que en même temps que j'explique, j'ai écrit des bêtises. C'est la limite quand delta S tend vers 0 de delta. Delta fxt, voilà, produit scalaire n pour la projection sur, par rapport à une normale de surface sur delta S. Et ça, c'est la pression en un point, Pn. Pression en un point qui est tout bonnement la dérivée de df extérieur par rapport à une normale de surface, voilà, df extérieur sur ds. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, on ne peut pas passer directement à la pression en un point. On ne peut pas passer à la pression en un point. Donc ce qui était marqué dans la vidéo tout à l'heure où il mettait chaque fois des dm, des dv et voilà, non, ici c'est pour vous dire ceci. Là on a delta x2. C'est vraiment delta x2. Qu'est-ce que ça vaut ceci? Ça vaut delta x1. Voilà. Alors, quand on tombera en ponctuel, delta x1 va tendre vers 0. Delta x2 va tendre vers 0. Et bien sûr, le delta x3 ici va tendre vers 0. C'est uniquement à ce moment-là qu'il deviendra dx1, dx2, dx3. On ne met pas directement la différentielle. La différentielle, c'est quand le delta S tend vers 0. Alors, quand est-ce que delta x1, delta x2 et delta x3 tendent vers 0? Mais c'est quand voilà, le volume total tendra vers 0. Quand on fera le volume total tendra vers 0, c'est-à-dire que le volume deviendra ponctuel, hein, on sera plus petit que ça, on sera un infinitésimal. C'est la théorie de Leibniz, les théories des milieux continus, des milieux voilà, infinitésimaux. C'est voilà, le milieu des calculs différentiels dans les milieux infinitésimaux. Donc delta V tend vers 0, ben, on aura dV. Voilà. Donc, dans l'approche du dessin, il ne faut pas aller trop vite non plus, hein, comme ils l'ont fait dans le dessin. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était pas bon, là. On ne peut pas passer directement à des différentiels comme ça, des différentiels de surface. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut passer, bien sûr, à la limite. Faire la limite quand delta V tend vers 0. Donc, à ce moment-là, les différentes sections de surface vont tendre vers 0. Et donc, tout va tendre vers 0. Là, c'est vraiment... C'est comme un univers qui, je veux dire, qui s'écroulerait sur lui-même pour en arriver à un point. Pour retomber sur un point. Donc, je veux dire, c'est pas... voilà, c'est pas... On ne le fait pas systématiquement, je veux dire, comme ça. Hein, c'est mathématique. Le fait de mettre du D à la place du delta, c'est pas anodin. Hein, c'est pas anodin. Là, pour l'instant, j'ai du delta. Du delta. Voilà, alors je vous ai dit qu'il y a une quatrième phase où il y a une force, je vais la mettre tout de suite, c'est delta, je sais pas, j'ai perdu le... Il y a une quatrième force sur la quatrième phase que je veux opposer aux trois autres, justement pour faire la démonstration, parce que c'est justement pour démontrer que c'est indépendant de l'orientation de facette. Donc je vais calculer la pression sur, enfin les forces de pression suivant les facettes OA, OB, OC, qui seront des facettes naturelles, ça en a un repère très rectangle, elles sont normales
aux trois facettes. Par contre, la quatrième, qui est oblique là-bas, c'est tout bonnement bienvenu pour la démonstration. Et vous prouvez que voilà, la force de pression qu'on aura là-bas sera égale, je veux dire, aux forces de pression sur les trois facettes, sur les trois autres facettes. Voilà. Alors, je vous rappelle que le n n'est pas anodin. Hein. Encore une fois, il n'y a rien qui est anodin dans les calculs. Hein. Je vais mettre un n qui est... Le n, c'est un vecteur unitaire. Je vais le remettre convenablement. Hein, voilà. Enfin, il n'est pas mis convenablement, mais je vais le remettre en une couleur qui est... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser. Le vert. Voilà. Je vais mettre le vecteur n à la surface. Voilà, je vais le mettre même en grand. Mais sa norme vaut 1. Sa norme vaut 1. Je l'ai mis en grand. La norme de n vaut 1. Une unité. C'est un vecteur unitaire, n'oubliez pas ça. Hein. Voilà, mais c'est aussi ce qu'on appelle un cosinus directeur. Hein. Il est donné par l'orientation des angles alpha, bêta, gamma par rapport comment est-ce qu'on appelle ça, aux axes x1, x2, x3. Donc j'aurai cosinus alpha, je l'aurai ici, cosinus bêta, je l'aurai là, et cosinus gamma sera ici. Voilà, donc j'ai ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, je vous l'avais dit, l'orientation est connue. Hein. L'orientation est connue, c'est-à-dire par la direction des vecteurs directeurs. Bon, c'est pas une inconnue, c'est connu. C'est du connu. Bon. Alors maintenant, à partir de là, je peux faire mes calculs. Alors, pour ça, on va aller rechercher. On a un feed idéal au repos. Même s'il n'est pas au repos, c'est pas un problème. Moi, je vais faire une démonstration généralisée pour retomber sur le repos. Pour retomber sur le repos. Alors, pour ça, je vais écrire que on a la somme des forces totales égale MA. La force des sommes totales égale MA. C'est-à-dire que j'ai la somme des forces extérieures plus la somme des forces à distance égale à la masse fois à la masse, voilà, à la force d'inertie. C'est égal à la force d'inertie. Bon, ça c'est ce qu'il faudrait écrire. Donc je suis bien en dynamique, mais je rentre le problème statique. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en statico-dynamique, puisque j'ai un fil de repos. Mais moi pour l'instant je veux le faire pour un fluide quelconque, et puis je vais vous montrer que je le prenne pour un fluide quelconque ou un fluide de repos, vous allez voir que la composante d'inertie va partir. Voilà. Alors, la somme des forces, ça c'est une chose, c'est ce qu'on appelle, voilà, on doit avoir ceci, et alors on doit avoir aussi, si on est en équilibre, la somme des moments égale à 0. Bon, mais la somme des moments des forces extérieures plus la somme des moments des forces à distance égale à 0, pour avoir l'équilibre, ne m'intéresse pas ici. Parce que ça n'a pas une valeur ajoutée pour la démonstration. Donc ça c'est l'équilibre de rotation. Somme des forces à distance égale 0. Somme des moments, je m'excuse. Je me suis trompé. C'est la somme des moments. Des forces à distance égale 0. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous dis qu'ici, ça n'a pas une valeur ajoutée pour la démonstration. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Ça, c'est l'équilibre en rotation. Voilà. On sait bien qu'on est en équilibre de translation et de rotation. Somme des forces égale à 0. Parce que le fluide est au repos. Il n'y a ni translation ni rotation. Il n'y a aucun... voilà. Mais malgré tout, j'ai mis quand même voilà, une composante d'inertie. Ah, mais elle va vite partir. Vous allez voir qu'elle va vite partir. Bon. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est de la faire partir. Alors, comment la composante d'inertie ici, c'est la masse. On sait bien que c'est, en mécanique des fluides, comme le fluide est homogène, la masse volumique est la même partout. Donc, je vais fonctionner en termes de dm. Delta m est égal à delta rho fois v. Voilà.
Alors, ce qui veut dire que le ρ, il est homogène, c'est un fluide homogène partout. Donc, on a la masse volumique qui est la même partout. On a ρV. Mais ρV, delta ρV, c'est un sixième de delta X fois delta Y fois delta Z. Voilà. Alors, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Ici, si je fais tendre la limite quand delta X tend vers 0, de delta V tendant vers 0, si delta V tend vers 0, delta X va tendre vers 0, delta Y va tendre vers 0 et delta Z va tendre vers 0. On a un infiniment petit d'ordre 1, un infiniment petit d'ordre 1, un infiniment petit d'ordre 1, ce qui fait un infiniment petit d'ordre 3, ça veut dire qu'il est, comment est-ce qu'on appelle ça, la composante d'inertie pour le volume de tétraèdre au sein du fluide, le micro-tétraèdre, voilà, eh bien, ceci c'est égal à 0. C'est négligeable, je m'excuse, c'est négligeable. C'est négligeable parce que c'est un infiniment petit d'ordre 3. Par rapport à la pression, ben, ça ne vaudra rien. Ça ne vaudra rien. Mais de toute façon, je vais faire... Voilà. Je vais prendre ceci comme hypothèse. C'est au repos, donc l'accélération est nulle. Ce qui veut dire que j'ai un équilibre en translation. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux manières de voir. Soit je le néglige, je le fais tomber, je dis qu'il y a une inertie existante, il n'est pas au repos. Alors je le néglige malgré tout. Voilà. Ou alors je prends l'hypothèse, je dis qu'il est au repos, et je dis que l'accélération est nulle. Donc au bout du compte, vous voyez que je prenne en compte ou pas, qu'il soit au repos ou pas, je veux dire, s'il n'est pas au repos, c'est négligeable. S'il est au repos, ça vaut 0. Voilà. Bon. Alors, les forces à distance. Quelles sont les forces à distance? Les forces à distance, mais c'est la masse fois la gravitation. C'est la gravitation. Alors, la masse fois la gravitation, c'est la même chose. C'est ρ delta V G. Alors, le G, il a une composante en X, tout comme le A, il a une composante en X, Y, Z. Hein. C'est AX. De toute façon, il est tombé. Hein, donc, bon, c'est AX, I, plus AY, J, plus AZ, K. Il a une composante en X, Y, en IJK. Voilà. Alors, le G, c'est pareil. Il a une composante en G de X, I, G de Y, J, plus G de Z, K. Voilà. Mais de toute façon, on s'en fout. Parce que c'est la même chose que l'accélération. C'est, je veux dire, un infiniment petit d'ordre 3. Donc c'est négligeable. Voilà, donc la masse du micro-volume ici, la masse pesante du micro-volume ne pèse rien du tout. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on fait la limite, quand delta V tend vers 0, ben, voilà. Oui, ici, je l'ai fait séparément. Normalement, je dois faire tendre le delta V en une fois. En une fois, je dois avoir des différentiels en une fois. Et pas traiter séparément, mais ici, je traite séparément pour faciliter. Normalement, je dois avoir un calcul voilà, de limite instantané, c'est-à-dire que pour tous les termes. Or, ici, je le fais séparément pour simplifier les choses au cas par cas. Voilà, comme ça, je peux travailler au cas par cas et éliminer au cas par cas. Donc, ce qui veut dire que si delta V tend vers 0, ben, ça veut dire on a aussi un volume qui fait un... C'est à cause de lui que... Enfin, c'est grâce à lui, dans mon cas de figure ici, delta X, delta Y. Oui, ici, c'est pas delta X, delta Y, delta Z, je m'excuse. C'est delta X1, delta X2, delta X3. Bon, c'est vrai que j'avais pris un repère X, Y, Z. C'est ceci. Enfin, si vous voulez être... voilà... parce que j'ai pris le repère X1, X2, X3. Donc j'aurais ceci, un sixième de delta X1, delta X2, delta X3. Ouais, mais ça m'embête aussi. Hein, l'écriture indicée m'embête. Parce que vous allez voir qu'après, pour calculer je peux le faire, hein, c'est pas un problème, mais pour éviter de se perdre, c'est pas le plus... Enfin, je sais pas, je vais pas me prêter, c'est pas ça avec ça, mais pour vous montrer, il vaut mieux mettre X, Y, Z. Ouais, trop tard, j'ai laissé X1, delta X1, delta... Ouais, bon, je vais laisser X1, X2, c'est pas un problème. Je vais recommencer, je vais remettre ce que j'ai mis.
Ben alors ça veut dire que je vais travailler avec delta x1 et delta x2 en faisant très attention de ne pas appeler ça delta x, delta y, delta z. Voilà, et donc là, on a, quand on fait tendre delta v vers 0, delta x1 va tendre vers 0, on a un infiniment petit d'ordre 1, là on a un infiniment petit d'ordre 1, là on a un infiniment petit d'ordre 1, ce qui au total donne un infiniment petit d'ordre 3, donc c'est tellement petit cette valeur-là que c'est une valeur négligeable par rapport aux valeurs de pression. Donc ceci tombe, et donc les forces à distance, je veux dire, sont tellement, les forces voilà, pesant du micro-volume ici ne pèsent presque rien. Voilà. Donc il faut appliquer les sommes des forces égale 0. Vous voyez qu'ici, il ne nous reste plus que ceci. Alors, quelles sont les forces? Il y a les forces sur les trois faces. Les forces sur les trois faces, ce sont des delta F delta F sur X. C'est delta F sur, de pression. Delta F sur les forces extérieures de pression, plus sur des trois faces, bien sûr, que j'oppose des trois faces, bien sûr, du trirectangle, je vais vous les dire, c'est OA, OC, première face, OB, OC, deuxième face, et OA, OB. Donc je me répète, je ne sais pas si je me suis répété, mais enfin, OA, OC, première face, c'est là où agit PX2. Hein. Voilà. PX2 agit perpendiculairement à OA, OC. Alors, là, j'ai oublié de marquer PX2, PX1. Et lui, il est perpendiculaire à PX3. Enfin, il est parallèle à PX3. Il est collinaire à K. Collinaire à K, donc collinaire à l'axe X3. Donc c'est PX3. Donc PX3 agit sur la surface OAB et PX2 agit sur la surface OBC. Voilà. Et ça, ce sont les variations de pression sur les trois faces que je viens de vous citer. Maintenant, à ça vient s'ajouter une variation de force extérieure que je ne vais pas appeler EXT, qui est due à la quatrième face. Quatrième face, la quatrième, hein, la quatrième face. Et j'oppose les trois faces à la quatrième pour démontrer justement que la pression est indépendante de l'orientation de surface. On y est presque, parce que je vais faire ressortir les pressions avec ça. Voilà. Alors, cette force-là, ben, c'est une force sur la face ABC. Sur la face ABC. Voilà. Alors maintenant, je vais développer les pressions. Alors, les trois faces. Celle-ci, je ne l'ai pas encore dessinée. Hein. Bon, je vais d'abord faire celle qui font intervenir les pressions. Voilà. Je vais calculer séparément. Donc, ceux qui font intervenir les trois faces de base. Alors, pour ça, on va écrire que c'est la force sur la force qui agit sur la surface que je vais appeler OAC. Je vais marquer surface OAC. Surface OAC plus la force, la variation de force qui agit, la mini-force, hein, c'est une micro-force. C'est une micro-force. L'élément de force qui agit sur la surface OAC, bon, je vais les mettre dans l'ordre. Je vais d'abord écrire voilà, les delta F. Voilà. Je vais écrire les delta F d'abord, et puis voilà. Maintenant, je vais écrire par rapport aux surfaces. Alors, je vais mettre ici, je vais mettre pour la pression X1. X1, ce sera celle. Bon. PX1, c'est celle suivant X1, qui est PX1, ce sera sur OX2 et OX3. Surface OX2, OX3. OX2, OX3. Ça, c'est le plan OX2, OX3. Alors, delta F sur S, delta F, la force élémentaire qui agit sur la surface S,
sur le plan, là je vais avoir la pression Px2. Px2 suivant l'orientation de l'axe x2, c'est le plan, c'est la surface qui se trouve sur le plan OX1, OX2. OX1, OX2, et le dernier, ben, c'est facile à trouver, puisque c'est O, j'ai mis X2, X1, X2, il manque X1, X3. Voilà, X1. Px3, ce sera, non, Px3, c'est OX1, OX2. Bon, ben, donc ici, je me suis trompé. Ça, c'est OX1, OX3, Px2, OX, ouais, ça c'est bon. Et sur la surface OAB, on a la force Px3, enfin la pression Px3. Dans ceux qui sont considérés comme des pressions ici, hein, dans un premier temps, et puis je démontrerai que c'est des scalaires par après. J'ai X, Px3, c'est Px delta F de OX1, la surface se trouvant dans le plan OX1, OX2. Voilà, j'ai tout. Donc j'ai bien voilà, une permutation de x1, x2, x3 en prenant voilà, à chaque fois un couple. Donc je prends x2, x1, x1, x3. X1, x3, il est là. Donc j'ai x1, x2, x1, x3 et x2, x3. Alors ceci, vous comprendrez que c'est la pression au x2 et au x3. x2 sur le plan, la surface qui est x2, x3 sur le plan, donc c'est la surface OBC. OBC c'est PX1, c'est PX1. En vecteur, parce que j'ai pris un vecteur. Voilà. Alors, celui-ci, plus delta F. Alors, attention que je dois multiplier par la surface, le volume. Hein. C'est delta V. P. Non, delta S. Pression, c'est une force fois. Une pression, c'est une force. Une force par unité de surface. Une force par unité de surface. Ça fait des newtons par mètre carré, des newtons par centimètre carré, des newtons par millimètre carré. Voilà, ça fait une pression. Donc, une pression, c'est donc ça c'est une pression, mais une force, c'est P fois S. Donc ici, je dois multiplier par le delta S qui est OX1, OX2, OX3. Voilà, OX2, OX3, c'est la surface de OX2, OX3. Bon, mais là, j'aurai Px2, parce que x1, x3, le plan x1, x3, x1, x3, c'est OAC, c'est-à-dire Px2, Px2 avec la surface OX5, OX3. Delta S avec la surface qui est là, avec cette surface-là. Bon, maintenant, le troisième, on n'a plus beaucoup de place, hein, ça va vite. Hein. Bon, je vais reculer ceci. Voilà. Plus Px3, Px3, fois la variation de surface qui est OX1, OX2. Bon, je vais calculer ces surfaces. Hein. Alors, c'est la surface delta S OX1, OX2, ben, c'est un triangle. Hein. C'est un demi. Là, on aura un demi. X2, delta X2 fois delta X3. Delta X2 fois delta X3. Voilà. P2X1. Voilà. Alors P2X2, est égal
fois 1 demi delta x1 delta x3 plus P de x3. Je sais pas si j'ai encore de la place en bas. Oui. P de x3 1 demi delta x 2 delta x1. Voilà. Ouais, ça, je vais les réécrire au-dessus. On a compris on a compris le jeu. Hein. Simplement, il faut de la place. Voilà. Et ça, c'est les trois surfaces qui vont donner ça. Les trois surfaces latérales qui constituent le trirectangle. Je rappelle que c'est un tétraèdre trirectangle. Donc, le delta F dû aux pressions sur les surfaces 1, 2, 3, delta F de pression sur les surfaces 1, 2 et 3, est égal à 1 demi P de x1 delta x2 delta x3. Voilà. Plus 1 demi delta P de x2 delta. Oui, ce que je vais faire, bon, pour éviter de trimballer de delta qui m'ennuie, je vais faire directement la limite. Hein. Quand delta V tend vers 0. Je fais comme ça, je travaille avec des différentiels. Ça veut dire qu'il redevient un point. On est au niveau ponctuel. Ouais, donc je vais mettre dx2, dx2, dx3 pour éviter de trimballer des delta. Bon, ça me facilite la chose, c'est bon. Là, ça veut dire que je n'ai plus de tétraèdre, hein, j'ai un point. Bon, ben ici, j'ai toujours mon tétraèdre, c'est parce que je dois traiter la quatrième force sur la quatrième surface du tétraèdre. Voilà. Plus 1 demi P de x2 dx1 dx3. Voilà, et je vais effacer tout ça. Donc ça, c'est quand la limite de delta t tend vers 0. Hein, voilà. Comme ça, je n'ai plus de delta. À travers chaque fois de delta. Bon, enfin. Et là, donc, c'est sous-entendu ceci. Hein. Donc, je l'efface pour me faire de la place parce que faut bien que je fasse de la place pour écrire. Mais sachez que delta V tend vers 0. Et donc, si delta V tend vers 0, ici, j'ai plus delta. Hein. J'ai df. Voilà. C'est la variation de force de pression au niveau ponctuel qu'il y a dans les facettes infinitésimales qui sont devenues très très petites. Et bien sûr, il manque un terme, plus 1 demi, bon, P de x3, dx1, dx2, dx1, dx2. Voilà, voilà. Bon, voilà traité donc les trois facettes, donc OA, OB, OC. Maintenant, je vais traiter la facette ABC. Alors, bah, ici, il n'y a plus de place. Hein. Je vous avais dit que... Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Je vous avais dit que... On est vite saturé. On est vite saturé. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. On ne voyait plus rien. Ça. Imaginez-vous, voilà. Bon. On va aller rechercher... Je vais le reconstruire, c'est pas un problème. Alors, rappelez-vous qu'il reste ça, ce sont les forces quand delta V tend vers 0, les forces de pression sur les trois faces. Maintenant, il reste la quatrième face. Et je vais directement faire voilà,
passer en infinitésimal, hein. Voilà, je calcule directement en infinitésimal. Rappelez-vous que j'ai un repère, un trièdre comme ceci, tri-rectangle, voilà, c'est un tri-rectangle. Voilà, alors j'avais x1 ici, c'est un repère direct, x2, x3. Et alors bon, ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai une force qui agit sur la face A, B, C. Mais rappelez-vous que j'avais un vecteur normal, n. Voilà, le n, et donc là j'ai une force, voilà, une force de pression sur la surface OBC qui est perpendiculaire. Pourquoi elle est perpendiculaire à la facette? Parce qu'en fait on a un fluide idéal, hein. Il n'y a pas de composante tangentielle, voilà, c'est pour ça. Donc ici on a une force normale. Une force normale. Alors la force normale, je dirais plutôt un delta F normal. Le delta F normal, si je fais delta V tendant vers 0, j'ai le dF normal, mais c'est P, la pression qu'ils exercent sur OABC, voilà, fois projeté, on va mettre fois le delta S, mais quand voilà, delta S tend vers 0, ici la surface elle vaut quoi? Elle vaut, je l'appelais ds. Voilà, ds. Je l'appelais ds. Alors une projection sur cosinus alpha, fois cosinus alpha, plus. Ouais, attention qu'ici, ces forces-là sont orientées, si je dois les composer en x, y, z, elles vont dans le contresens de, voilà, de la base IJK, hein. Ouais, parce que c'est une force qui va dans ce sens-là. Donc, les composantes sont négatives. Elles vont en contresens des axes, pour chacune des projections. Voilà. Donc, là, on aura un moins, parce qu'elle est orientée comme ceci, mais si je projette suivant l'axe des X1, il est en contresens. Voilà. Si je projette sur l'axe I2, il est en contresens. Bon, alors ici, la pression P de X1, je peux l'écrire Px1 de I. J'ai toujours un vecteur, hein, c'est toujours bon. Voilà. Je fais la même chose ici, j'enlève le vecteur. Voilà, je peux mettre J. Voilà, et ici je fais pareil. J'enlève cette notion vectorielle ici et je mets K. Voilà, ça j'ai les composantes de pression, hein. J'ai la composante de pression pour chacun des axes IJK. Composantes de pression qui sont des scalaires, hein. Bon, la composante c'est un scalaire. Alors celui-ci c'est moins P ds cosinus bêta, moins, là j'ai plus besoin de ça parce que voilà, tout est formalisé au niveau des équations. Moins P ds cosinus gamma. Voilà. Alors comment on a trouvé ceci? Ben, vous faites le produit scalaire, hein. Produit scalaire de quoi? Avec quoi? Ben, de la force
La force, c'est F produit scalaire N. F produit scalaire N. Et alors bon, là, entre F et N, bien sûr, suivant X, hein, c'est la force suivant X. Voilà, vous le projetez sur X, sur Y et sur Z. Voilà. Le cosinus alpha, c'est le cosinus directeur. Hein, entre N et X1, N et X2, N et X3, N et X... voilà. C'est des projections sur les axes. Je projette voilà, le vecteur PDS sur les axes. Le vecteur, enfin, le vecteur DF sur les axes. F2X projetant F sur X1. Voilà, je projette F sur X1. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc je vais projeter ici, c'est plutôt, je vais marquer ceci comme ça, F a une composante en X, Y, Z. Donc ce sera la force normale à ABC que je projette en I. Voilà, je projette en I. Voilà. Mais entre I et N, il y a un cosinus de 90, d'alpha, je m'excuse. Voilà. Alors, celui-ci, c'est la force normale projetée sur J, et celui-ci, c'est la force normale sur ABC, bien sûr, projetée sur K. Enfin, je dirais la DFN. 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 Alors, pourquoi il est négatif? Parce qu'il va en contresens de I. Pourquoi il est négatif ici? Il va en contresens de J. Là, on a un vecteur fort DFN sur la surface qui est comme ceci. Mais voilà, si je projette en X1, ouais, ici c'est plutôt... ouais, sur le I, il est plutôt comme ceci. Voilà, on a X1, le I, il est là. Voilà. Le J, il est là. Et le K, il est là. Voilà. Si je projette sur I, le vecteur là, donc il faut que je décompose suivant des parallèles. Donc, là j'ai bien K, donc le K il sera déjà négatif, vous voyez. Ensuite je décompose suivant I, il sera négatif. Il sera négatif suivant K. Suivant I. Suivant J, il sera négatif. Voilà, suivant J, il sera négatif. Oui, il sera négatif suivant IJK. Bon, voilà, suivant IJK. Parce qu'il... voilà. Si je fais une normale à la facette ABC, il sera voilà, en contresens de IJK. Les composantes seront en contresens de IJK. Normal, si je fais une normale à la facette. Si je fais une normale à la facette ici, on aura un vecteur en contresens de... Voilà, il va s'appliquer voilà, en entrant comme ceci, une perpendiculaire entrante. Une perpendiculaire entrante, déjà ça descend, déjà le cas est, on a, par rapport à l'origine et l'extrémité du vecteur, ben, comme il descend le vecteur, ben, déjà on a le cas qui sera négatif. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a pris voilà, un tri-rectangle, hein, pour y mettre un repère tri-rectangle. Et quand on y met un repère tri-rectangle, on voit tout de suite que quand on met un vecteur perpendiculaire au tétraèdre, mais on voit tout de suite que je veux dire, voilà, on aura des composantes contraires à IJK. Voilà. Alors, si voilà, je fais un produit scalaire de dfn par rapport à j, dfn par rapport à k, ben là on a à chaque fois des antagonismes et donc on a une soustraction à faire. Voilà.
De toute façon, il ne faut même pas aller plus loin, hein, parce que dfn est porté par le vecteur n. dfn est porté par le vecteur n. Et déjà, n, il est déjà comme ceci. Voilà, on peut dire ça comme ça aussi. dfn est comme ceci, et le vecteur normal, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Le vecteur normal est perpendiculaire à la surface, mais de sens contraire à dfn. Donc c'est pour ça qu'il y a un antagonisme. En tout cas, il y a un antagonisme. Voilà, l'antagonisme il est plutôt là, au niveau de n et dfn. Voilà, l'antagonisme il est là. C'est pour ça que je mets des moins partout. Voilà, ça s'explique. Hein, voilà. Bon, maintenant, la projection, ben, c'est le vecteur P, vecteur pression fois, voilà, fois, voilà, Fn, dfn, c'est PDS. Voilà. Et l'angle entre n et i, fait cosinus alpha. L'angle entre n et j fait cosinus bêta. Et l'angle entre n et z et k fait cosinus gamma. Oui, donc en fait, les moins ici, c'est plutôt, je dirais plutôt l'antagonisme entre Fn, je m'excuse, hein, c'est pas par rapport à JK, c'est par rapport à N, je m'excuse. C'est l'antagonisme par rapport à N. Les moins, c'est l'antagonisme par rapport à N. Je m'excuse, c'est vrai que, bon, j'ai raconté une bêtise tout à l'heure, c'est l'antagonisme par rapport à N. C'est pour ça qu'on a des moins partout. Voilà. Mais alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, quelque part, c'est l'air, si vous voulez, ça vaut exactement un demi, c'est l'air OA, je sais plus comment, OX2, X3. Donc, c'est la surface qui vaut ceci. C'est la projection de ceci, ds cosinus alpha. ds, bien sûr, c'est la surface, voilà, de la quatrième surface. Hein. On projette et ça va donner justement dx2, dx3. Donc ici, on aura, si vous voulez, moins P, 1 demi dx2, dx3. Là, on aura moins P. Là, c'est une projection sur J. Donc sur J, l'air ds projeté sur J va donner l'air x1, x3. L'air de O se trouvant sur le plan OX1, OX3. C'est-à-dire que l'air là-bas, c'est un triangle qui vaut 1 demi dx1, dx3. Et finalement, on a moins P, vous aurez compris le jeu, c'est moins P 1 demi dx, là, cosinus gamma, on projette sur, voilà, la troisième surface qui est sur OX1, OX3, c'est-à-dire dr 1 demi dx1, dx3. Voilà. C'est une projection d'air. ds est projeté sur les, voilà, l'air ds de la quatrième surface, voilà, qui se trouve ici du tétraèdre, voilà, en oblique, elle est projetée suivant, voilà, suivant les axes x, y, z. Donc ça donne les surfaces, les triangles, les fameux triangles qu'on avait tout à l'heure, qui sont là. Voilà, et dfn. Bon, maintenant, je dois additionner ceci, puisque la somme des forces fait 0. df P1, 2, 3 plus df, ça fait 0. La somme des forces ici fait 0. Et là, la démonstration, voilà, elle est terminée. Parce que, regardez bien ce qui va se passer. En égalant à 0 chaque composante, et pour ça, il faut que je remonte celui-ci, je vais faire df plus ds. Je vais faire celui-ci plus celui-ci égal à 0. Ben, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, mais j'ai décomposé chaque partie. Hein. Voilà. Je fais ma somme, plus, et ceci doit être égal à 0 pour chacune des composantes. Donc, je vais avoir 0i, voilà, plus 0j, plus 0k. Donc, en faisant l'égalité, voilà, je vais avoir en i
la composante en I. Là j'ai la composante en I, j'aurai moins P 1 demi dx2 dx3 plus 1 demi dx2 dx3 égale 0. Voilà, la composante en I, ça vaudra 0i. Donc 0. En I, c'est ça la composante 0. Voilà, ce qui veut dire ici que, là, si je fais passer ce terme-là de l'autre côté, ben, j'ai l'égalité égale moins 1 demi. Ce qui veut dire que les signes moins vont s'enlever. Et là, je peux simplifier par les surfaces triangulaires. Et on a la pression qui est égale à... ouais, ici j'ai oublié Px1. Px1. C'est égal à Px1. J'ai oublié le Px1, je m'excuse. Ouais, c'est égal à... J'ai oublié de mettre Px1. C'est égal à Px1. Fois Px1. Fois Px1. Fois Px1. J'ai oublié de mettre... Voilà. J'ai oublié le Px1 ici. C'est 1 demi dx2. Voilà, composante, j'ai oublié le Px1. Donc en simplifiant, par les surfaces, on aura P égale Px1. Le vecteur P égale Px1. Bon, et ça, je viens de le faire pour la composante en I. Voilà. Pour la composante en I, j'ai ceci. Bon, mais pour la composante en J, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je simplifie par une surface dx1, dx2, 1 demi, dx1, 1 demi, dx1, dx2. Et là, j'ai moins P, j'aurai px2 moins P égale 0, donc P égale px2. Donc P égale px1, mais P est aussi égal à px2. Voilà, et je peux faire la même chose avec le troisième, si vous conjecturez. Voilà, ça je l'ai fait pour J, je vais le faire pour K. Pour K, voilà, ici j'ai le vecteur K bien sûr. On a 1 demi, donc j'ai dx1, dx2, 1 demi, dx1, ouais, ici bon, il y a une petite erreur de 1 demi px, px1, px2, px3, dx1, dx2, p 1 demi, voilà. dx1, dx2, ouais, ici c'est p 1 demi, dx1, dx2. Voilà, je me suis trompé ici. Voilà, ici vous simplifiez celui-là, avec 1 demi, et il va rester p est égal à px3. Voilà. En identifiant chaque fois, bon, terme à terme, en faisant la somme égale à 0, vous faites passer tous les membres de l'autre côté, enfin, vous changez, voilà, et vous simplifiez les surfaces, et il va rester l'écriture suivante, P, j'ai du mal à écrire, et ça m'embête vraiment. Bon, enfin, je trouvais P égale P de x1 égale P suivant x2 égale P suivant x3. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Mais il y a juste un petit truc à vous montrer. C'est que là, on a un vecteur. Donc, un vecteur est égal à des composantes, des valeurs qui sont scalaires. Ça veut dire que le vecteur ici, ça veut dire que la pression est un scalaire. C'est ça que ça veut dire. La pression est un scalaire. La pression est un scalaire. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Au sein d'un fluide, j'ai pris 3 orientations de facettes.
ainsi qu'une quatrième. J'ai démontré que voilà, on avait des forces de pression sur 3 facettes perpendiculaires, et que la quatrième, bon, était orientée d'une autre façon, et que sur les trois, bon, on avait des pressions qui étaient Px1, Px2, Px3, et que sur la quatrième facette, on avait P, et que ce vecteur P, voilà, vaut les pressions sur les facettes perpendiculaires. Les facettes sur les pressions la pression sur les facettes perpendiculaires. Donc, ça veut dire que la pression est indépendante de l'orientation de la surface. Là, je l'ai fait avec trois pressions connues sur des facettes perpendiculaires, et la quatrième vient en appoint pour dire de faire en sorte qu'on va démontrer que l'orientation est indépendante des trois autres facettes. Bon, il a fallu un repère 3D, alors qu'avec le cylindre, j'ai un repère 1D. Avec le cylindre, j'ai deux facettes, alors que là, j'ai quatre facettes. J'utilise trois facettes pour démontrer que la quatrième est la même aux trois autres, pour le tétraèdre, mais pour le cylindre, je prends deux facettes, et je montre que par rapport à deux facettes, bon, l'orientation n'est pas indépendante, la pression est indépendante des facettes, de l'orientation des facettes. Voilà. Et pour le cylindre, je prends un repère 1D, et ici pour le tétraèdre, je prends un repère 3D. En prenant un repère 3D, j'ai trois facettes, voilà, perpendiculaires, parce que j'ai un tétraèdre trirectangle, et j'ai une facette ABC qui est, voilà, d'orientation quelconque. Et donc le tétraèdre est très bienvenu pour démontrer ça. C'est ce qu'on appelle le tétraèdre de Cauchy, parce qu'il est bienvenu. On a trois tétraèdres trois faces bien perpendiculaires, voilà, et on a une facette qui n'a rien à voir avec les autres facettes. Donc, si on veut démontrer des propriétés d'indépendance d'orientation du fait de l'existence de surfaces orientées différentes, mais on va dire le tétraèdre de Cauchy est un des meilleurs, comment est-ce qu'on appelle ça, exemple à prendre pour expliquer ça. Ouais, et ça, je l'ai fait ici, non pas en termes de contraintes, parce que là-bas, la vidéo que j'ai pris, enfin, le site que j'ai pris, c'était pour expliquer les contraintes. Ça, je le ferai avec un tétraèdre, mais je le ferai aussi avec un, comment ça s'appelle ça, un parallélépipède rectangle, je vous l'ai dit pour les contraintes. Hein. Euh, voilà, on aura une matrice des contraintes, bien sûr. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que, bon, suivant le système qu'on prend, il y a des systèmes qui sont très bien adaptés pour expliquer certaines choses, notamment le tétraèdre de Cauchy. Voilà. Donc, je dirais, autour d'un point, la pression ne dépend pas de l'orientation de la facette, et la pression P est donc un scalaire. Parce qu'elle ne dépend pas de la direction. Si elle est indépendante de la direction, ça veut dire qu'il n'y a pas une notion vectorielle derrière. Hein. Parce que la notion vectorielle, c'est une notion de sens et de direction. Hein. Voilà, quand on a une direction, voilà. Quand on veut parler en termes de direction, on crée un vecteur. Hein. C'est le directeur qui fait intervenir la notion de direction. Donc ici, comme c'est indépendant de la direction, donc de l'orientation de la surface et donc de la direction, donc la pression est un scalaire, il n'est pas, je veux dire, un vecteur. Donc ça prouve bien que c'est un scalaire. Chose qu'on savait déjà auparavant, parce que j'avais calculé le produit scalaire pour trouver la pression. Donc voilà. Voilà. Ça avait déjà été vu ça auparavant dans d'autres vidéos, mais ici vous le voyez. Vous pouvez voir que la pression est bien un scalaire. Voilà, je vous remercie beaucoup.